Troisième grand forum des lecteurs, France Bleu, La Montagne, Corrèze Télévision de cette matinée. Un forum avec un public très nombreux et on vous en remercie à l'avance. Le thème de ce forum est le débat économique. Nous recevons François Declosé pour Le Monde était nous aux éditions Fayard. Nous recevons également Pierre Laurent pour Maintenant prenez le pouvoir aux éditions de l'Atelier. Et enfin Philippe Dessertine pour Le Guet du Tigre aux éditions Anne Carrière. Ce forum est animé par Marie-Madeleine Rigopoulos. Bonjour à tous, bonjour à vous trois, merci d'être sur ce plateau. Voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus. C'est un plaisir de vous avoir ici. Alors je vais vous faire un aveu, le mot économie me paraît absolument rédhibitoire, mais j'ai la sensation que ça concerne malgré tout le monde, mais sous des formes parfois insoupçonnées. L'économie, c'est pas que des chiffres, c'est avant tout des hommes et des femmes. C'est une société tout entière qui se forme. Et évidemment, l'argent entre en compte. Mais ce que j'aimerais voir avec vous, c'est comment le monde d'aujourd'hui a été façonné à travers l'économie et comment la société d'aujourd'hui est devenue ce qu'elle est. On parle de société de consommation, on parle d'endettement, on parle de crise, mais qu'est-ce que ça représente sur le plan humain? Alors, je vais commencer avec vous, François Declosé. Je rappelle donc, vous publiez Le Monde était à nous aux éditions Fayard. Vous racontez, mais en vous racontant, vous racontez une époque. Et surtout, vous arrivez à un constat que j'ai trouvé d'ailleurs terrible. Je lis votre phrase. La France des années 50-60 permettait des parcours atypiques. Pourquoi celle d'aujourd'hui ne donne-t-elle plus à la jeunesse le droit à l'errance? J'ai eu envie de pleurer quand j'ai lu ça. Non, j'ai voulu retracer mon parcours qui n'est pas du tout ce qu'on imagine. Disons d'un mot, j'ai raté mon enfance. À 17 ans, je me suis retrouvé seul sur le pavé de Paris, sans un sou. Personne ne m'a jamais donné un conseil de toute ma vie. Personne ne m'a jamais donné un centime et je ne savais pas ce que je voulais faire. Bien. Et donc, je vais avoir effectivement une jeunesse d'errant. Dans une France pauvre, la France des années 50, elle était très pauvre, elle était brute de décoffrage, elle ne s'occupait pas beaucoup de sa jeunesse. Et au terme de ce parcours d'errance, je vais arriver exactement à l'endroit où je devais arriver sans le savoir, c'est-à-dire que toute ma vie, je ferai exactement ce pourquoi je suis fait et qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux dans la vie. Or, dites-vous bien que 2 ans avant d'en arriver là, quand j'ai 27 ans, je n'ai en tête ni le journalisme, ni la science, ni l'économie, ni la télévision, ni les essais. Donc, tout s'est fait par des opportunités. Et ayant raconté ce parcours, finalement, ce livre très optimiste, puisque j'ai eu cette chance de partir tout en bas et d'arriver, encore une fois, là où je devais arriver, là, ce qui était ma passion, eh bien, je me dis, mais faisons la comparaison avec la France d'aujourd'hui, qui est tellement plus riche, qui ne parle que des jeunes. Tous les ans, depuis 30 ans, on fait un plan pour l'emploi des jeunes, mais en même temps, cette France qui pendant 50 ans n'a pas fait la guerre, ce qui ne lui est pas arrivé de toute son histoire, cette France qui s'est ruinée, et qui étant une France riche et ruinée, notre génération s'est fermée aux jeunes. Plus nous parlons des jeunes, plus nous leur faisons des emplois bidons, plus nous les excluons de toute possibilité d'insertion. Alors, je voudrais qu'en lisant ce récit très optimiste, on s'interroge aussi pourquoi la France, après les 30 Glorieuses, s'étant à ce point enrichie, la France s'est fermée aux jeunes et ne leur permet plus ce droit à l'errance et à l'insouciance qui me paraît décisif pour les jeunes. Aujourd'hui, ils n'ont droit qu'à la peur, la frustration et l'angoisse, et c'est inadmissible. François Declosé, vous racontez à un moment donné dans votre livre que vous avez eu un choix quand même cornélien. Vous avez fait du cirque, vous avez fait du théâtre, mais vous avez fait aussi des études de droit. Vous avez eu à choisir entre un cabinet ministériel et devenir clown. Oui, si vous voulez, j'ai fait des études, 7 ans d'études pendant lesquelles j'ai jamais fréquenté un cours, j'ai jamais connu un professeur. Je faisais simplement 2 mois par an. J'apprenais comme un fou, je passais mes examens. Tout ça parce que je savais pas ce que je voulais faire, parce que mon enfance était ratée. Surtout, ne faites pas ça, ce n'est pas du tout un modèle. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était ce que je faisais dans ma jeunesse, le reste du temps, pendant ces 10 mois. C'était du théâtre, c'était aussi du cirque, beaucoup du cirque. On allait faire une tournée avec une pièce de Marcel Achard qui s'appelait « Voulez-vous jouer avec moi ?» Et donc, c'était passionnant. Marcel Achard nous encourageait. Et un jour, je reçois
coup de téléphone de mon maître de conférence à Sciences Po qui me dit « J'ai mon ami qui vient d'être élu président du conseil municipal de Paris, il a besoin de quelqu'un pour s'occuper de son cabinet, est-ce que vous voulez entrer ?» Et il faut répondre tout de suite. Si je réponds tout de suite, je dis à tous les copains avec qui on répète la tournée de cirque « Je vous claque dans les doigts, je peux pas ». Et pendant quelques heures, ça m'embêtait parce que ce qui me passionnait, c'était le cirque, évidemment. C'était pas de mettre un costume 3 pièces avec une cravate dont je savais pas faire le nœud. Et j'ai fait le mauvais choix. Je suis allé dans le monde sérieux. Alors, Pierre Laurent, vous publiez aux éditions de l'Atelier « Maintenant, prenez le pouvoir ». C'est un titre qui s'entend presque comme une réponse à la constatation de François de Closets, c'est-à-dire qu'on est dans une situation qui semble être une impasse, et votre réponse à vous, en quelque sorte, c'est « il faut prendre le pouvoir ». D'abord, quelle a été la motivation pour écrire ce livre ? Oui, il faut que les citoyens prennent le pouvoir, parce que on est effectivement dans une... Bon, moi, c'est le livre de quelqu'un qui a décidé, d'une certaine manière, de s'engager en politique, parce que, pour moi, c'est une manière de ne pas abandonner le fait d'avoir pris sur sa vie. On a besoin de... Moi, je ne supporte pas le discours qui nous serine en permanence que rien n'est possible, alors que nous vivons dans une époque où il y a énormément de possibilités. Et probablement les possibilités de partage des informations, des compétences, n'ont jamais été aussi grandes. Et pourtant, on n'arrête pas de nous expliquer que rien n'est possible. Et je crois pour une raison, parce qu'effectivement, le pouvoir a été confisqué. Et il est, vous parliez du domaine économique, mais on pourrait élargir ça, il est confisqué par des pouvoirs qui sont des pouvoirs de la finance, des pouvoirs financiers, par des pouvoirs économiques, alors qu'on aurait besoin, au contraire, de diffuser le pouvoir. Et je crois qu'il y a beaucoup d'intelligence dans le peuple, il y a beaucoup d'intelligence populaire, il y a beaucoup d'expertise citoyenne qui est laissée en friche. Et au travail, enfin que ce soit au travail ou pas au travail, pour ceux qui en sont privés, les gens ne supportent plus la manière dont on les fait travailler, parce qu'on nie leurs compétences, on leur demande on les évalue sans arrêt, alors qu'en vérité on ne respecte pas leur intelligence au travail. Et moi je crois que cette société doit être profondément bouleversée, et c'est ce que j'essaye de dire dans le livre, mais ça passe par le fait que nous nous en mêlions directement. Alors, Pierre Laurent, vous êtes également président du parti de la gauche européenne. Parmi les solutions, enfin les chemins que vous proposez dans votre livre, l'Europe fait partie des outils nécessaires à une reconstruction. En tout cas, on a la sensation que c'est pas simplement la France qui est dans une impasse, et qu'il faut que ça se fasse à échelle européenne, l'évolution de la société. Est-ce que c'est bien ce que vous avez voulu exprimer ? Oui, bien sûr. D'ailleurs, le livre est préfacé par Alexis Tsipras, qui est le leader de Syriza en Grèce, qui a failli gagner les dernières élections, avec qui je travaille dans le parti de la gauche européenne. Et moi, je crois que la manière dont on construit l'Union européenne, dont on a construit l'Union européenne et dont elle est aujourd'hui dirigée, fait partie du problème. Au lieu de faire de l'Europe un espace qui soit un espace de partage et de coopération, on en a fait un espace de mise en concurrence outrancière. Et je pense qu'au contraire, il y a des tendances actuellement dans l'Europe, à cause de cette manière antidémocratique et autoritaire de construire l'Europe. Il y a des tendances qui sont en train de grandir pour le rejet de l'Europe. On aura, si on continue comme ça, des poussées xénophobes et nationalistes extrêmement inquiétantes en Europe, et il y en a déjà malheureusement. Et je crois au contraire qu'il faut prendre le pari d'une Europe de la solidarité, mais ça suppose de la refonder totalement par rapport à la manière dont elle était construite aujourd'hui. Et moi, je me sens... j'ai envie que les combats que nous menons, les combats sociaux que nous menons dans notre pays, soient des combats qui soient menés aussi à l'échelle européenne. Et je travaille beaucoup effectivement à mettre en réseau des forces sociales, citoyennes, politiques de gauche à l'échelle européenne pour réinventer l'Europe. Oui. Philippe Dessertine, vous publiez un roman, mais avec une intention cachée, puisque vous racontez un événement réel. L'Elliot Ness chinois, comme vous le surnommez, qui demande l'asile au consulat des États-Unis. Il est en danger de mort.
C'est un événement qui est réellement arrivé assez récemment. Alors d'abord, pourquoi raconter ce personnage? Et évidemment, pourquoi, c'est une fausse question, pourquoi la Chine? Parce que j'aimerais bien qu'on parle un petit peu aussi de l'influence de la Chine sur l'économie aujourd'hui. Oui, bonjour à tous et à tous. Vraiment, l'idée forte, c'est que aujourd'hui, en effet, dans la crise que nous connaissons, on doit comprendre que bien sûr, nous avons nos problèmes, mais que nous avons aussi à comprendre ce qui se passe à côté de nous, qui va nous influencer. La Chine est aujourd'hui la deuxième puissance du monde. Aujourd'hui, la Chine est en train de changer de leader, de changer de système peut-être politique, ou en tout cas d'évoluer dans son système économique. Et donc là, on doit comprendre ce qui se passe. Et il s'est passé au début de cette année, février, le 6 février, l'événement que vous évoquez, c'est 6 février 2012, quelque chose d'absolument considérable, qui probablement va rester dans l'histoire du XXIe siècle, c'est-à-dire en effet, on va dire un événement brutal qui modifie complètement la donne à l'intérieur du pouvoir communiste chinois. Et donc en effet, ce que j'ai voulu, c'est par le biais d'un roman, d'un thriller, j'espère qui se lit très vite et de manière haletante, raconter simplement les faits vrais, raconter ce qui s'est produit et la manière dont la Chine et les États-Unis se sont trouvés confrontés au début de cette année au travers, on va dire, d'un certain nombre de tensions qui animent le pouvoir politique chinois. Nous sommes en ce moment là, à l'heure où on parle, au moment où se déroule le 18e congrès du Parti communiste. On a tendance, chinois, on a tendance à le regarder en Europe comme étant quelque chose d'un peu exotique. Ça a été complètement effacé par l'élection de Barack Obama. C'est on a quand même incroyable. un nouveau président en Chine. C'est incroyable. On doit se poser la question aujourd'hui, le président chinois est un des leaders du monde. Est-ce que nous connaissons simplement le visage de ce président chinois ? Je raconte, là, je le disais l'autre jour, à mes étudiants, j'ai montré au début de l'année le visage du vice-président chinois qui va devenir le président dans quelques heures, dans quelques jours, qui s'appelle Xi Jinping. Et je leur dis, est-ce que vous connaissez cet homme ? Ils me disent, oui, c'est un Chinois. Je dis, non, mais d'accord, oui, mais il va devenir Vous montrez Obama, vous montrez Romney, tout le monde les connaît en France, comme si c'était quelqu'un de notre propre pays. Les dirigeants chinois qui sont pourtant aujourd'hui probablement au début d'une évolution fondamentale de la manière dont la Chine va croître, eh bien ils ne sont pas connus, on ne perçoit pas la manière dont ils fonctionnent, la manière dont les choses se passent là-bas. Et c'est pour ça que l'idée du thriller autour d'un fait vrai, autour d'un événement réel, avec à l'intérieur de ce roman l'ensemble des personnages réels qui aujourd'hui sont en question dans la Chine, et en particulier évidemment l'un des personnages centraux qui s'appelle Bo Xilai, dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines parce qu'il a été destitué de son rôle alors qu'il devait devenir l'un des leaders les plus importants de la Chine. Pour corruption. Oui, on a parlé aussi, enfin pas uniquement, puisque sa femme, Gu Kalai, était impliquée dans l'assassinat d'un Anglais. Son procès a défrayé la chronique pendant l'été. Eh bien tout cela, au cœur du roman, nous ramène aussi au cœur du pouvoir du Parti communiste chinois et de la lutte en ce moment qui est en train de se passer entre différentes visions possibles de l'économie mondiale. Et je crois que vraiment, si vous voulez, quand aujourd'hui on est citoyen du monde, on est citoyen occidental, citoyen français, on doit arriver à percevoir un petit peu ce qui se passe là-bas, parce que très très vite, cela aura une influence sur ce qui se passe chez nous. François de Closets, dans les années 50-60, est-ce qu'on a cette conscience d'être un citoyen du monde, ou au contraire, comme on est en pleine reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, on est à une échelle beaucoup plus humaine, si j'ose dire? Mais tout simplement, la France de 1945 sait qu'elle est ruinée, sait qu'elle est détruite. Ça se voit. Les Français savent qu'ils ont devant eux des années de travail, de reconstruction. Or, aujourd'hui, la France est minée de l'intérieur. Elle est minée par ses déficits et ses dettes. Et ça ne se voit pas. Si je vous dis qu'il y a une balance commerciale déficitaire de 70 milliards, vous ne le verrez pas. Mais ce que vous voyez, c'est toutes les usines qui ferment. Et il y en aura de plus en plus si nous n'arrivons pas à nous redresser. Si je vous dis que la France a une dette qui va être bientôt de 100% de son PIB, ça ne se voit pas. Simplement, vous voyez que les gouvernements de droite ou de gauche sont obligés à la fois
d'augmenter les impôts sur les plus riches et de réduire les prestations sur le plus grand nombre. Et ça, c'est vrai dans tous les pays. Voyez-vous, que ce soit un gouvernement de droite, de gauche, aucune importance. Donc c'est vrai, moi, dans ce que vous dites, qu'il faudrait avoir plus de démocratie, qu'il faudrait que les banquiers américains responsables de la crise soient en prison, qu'il faudrait effectivement revenir à des entreprises plus humaines alors qu'elles sont déshumanisées par le capitalisme financier. Tout ça, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, la France décroche. Elle décroche et demain, elle va se trouver dans la situation du Portugal, dans la situation de l'Italie. Ce sera un malheur pour le peuple, pas pour les riches, parce que comme vous le savez, les très riches, il y a longtemps qu'ils ont mis leurs capitaux à l'abri. Donc c'est de ça dont il faut parler. Il faut éviter la catastrophe en gardant à l'idée toutes les perspectives que vous avez évoquées et avec lesquelles très souvent je suis d'accord, mais ne pas croire que c'est en disant oui, il faudrait que l'Europe, bien sûr que la concurrence fiscale c'est une imbécilité, on n'aurait pas dû la laisser s'instaurer, mais aujourd'hui elle existe, et si vous augmentez sans regarder les impôts sur les riches jusqu'au moment où ils fichent tous le camp, eh bien vous pourrez toujours après maudire la concurrence fiscale, elle existe, et c'est dans le monde tel qu'il est que nous devons éviter dans l'immédiat une catastrophe et en même temps faire ce qu'il faut pour réformer et éviter toutes les dérives. Pierre Laurent, est-ce que vous parliez tout à l'heure d'Alexis Tsipras qui a préfacé votre livre. Est-ce que vous avez la sensation que la Grèce est un paradigme, c'est-à-dire qu'il faut avoir les yeux fixés sur ce qui se passe là-bas pour éviter que ça se passe ici, en quelque sorte? En tout cas, ce qui est certain, c'est que je pense qu'on devrait regarder et alerter sur ce qui se passe en Grèce. Parce que moi, je pense que ce qui se passe est parfaitement scandaleux. On est en train de mettre à genoux ce pays, parce qu'on dit qu'on les aide, etc. Non, on est en train de les mettre à genoux, littéralement, et de manière parfaitement scandaleuse. Une anecdote, malheureusement, ce n'est pas une anecdote, mais on a fait adopter à la Grèce, il y a 3 jours, un nouveau plan d'austérité de 18 milliards d'euros. Bon, à l'échelle de la Grèce, c'est considérable par rapport à... ce plan, ils l'ont fait adopter au Parlement, un article unique de 350 pages qui comprend l'ensemble des dispositions. On a obligé le Parlement à adopter cet article unique alors qu'il n'arrivait pas à l'adopter. On a changé les règles de travail du Parlement pour pouvoir faire l'adopter. Donc nous sommes dans un pays qui est mis sous tutelle, littéralement. La démocratie est piétinée tous les jours. Et ça se passe au cœur de l'Europe. Et je pense qu'on devrait être en éveil davantage sur ça. Et c'est difficile d'avoir un débat. Et pour rejoindre une chose que disait Philippe de Sertine, qui me paraît très importante, moi, c'est qu'effectivement, je pense que le monde du XXIe siècle ne sera pas du tout le monde du XXe siècle. Et la vision très occidentale qui est la nôtre du monde, je pense qu'elle est derrière nous. Et l'Europe retarde beaucoup. Parce que l'Europe, au lieu de regarder du côté de ce qui se passe en Amérique latine, de ce qui se passe aussi en Afrique, dans le monde arabe ou en Chine, eh bien, elle est pour le moment accrochée à une vision du monde qui est très ancienne. Et je pense que la France, qui est un pays qui a quand même une tradition d'universalité, devrait un peu relever la tête, alors que je pense que nous avons une vision très, très étroite du rôle que nous pourrions jouer. Et ça ne veut pas dire, loin de là, dans mon esprit, un regard qui devrait être arrogant sur le monde. Au contraire, je pense que c'est complètement dépassé d'avoir ce type de relation. Mais on devrait regarder ça et comprendre. Et je n'ai pas lu le livre de Philippe de Sertine, il faudrait que je le lise sûrement. Mais je pense que, en tout cas, une des choses qui ne convient pas dans l'espace public et dans l'espace politique aujourd'hui, c'est que sur des choses aussi sérieuses, je pense qu'on devrait passer du temps à débattre, à comprendre, à connaître, alors que souvent le débat médiatique est expédié avec des clichés qui sont ressassés en permanence et qui ne permettent pas de comprendre les événements. Et je pense qu'on a besoin d'un espace de débat politique qui soit bien plus intelligent qu'il ne l'est aujourd'hui.
Philippe de Sertine. Philippe de Sertine, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Pierre Laurent? Il y a une nécessité de prendre le temps de comprendre le monde qui nous entoure. Et puis surtout, est-ce qu'avec tout ce qui se passe en France et en Europe, est-ce que c'est pas un peu normal qu'on ait du mal à projeter nos regards plus loin que l'Europe, à voir ce qui se passe ailleurs? Je crois deux choses par rapport à cela. C'est que dans la situation qui est la nôtre, et nous vivons une crise d'une gravité absolument exceptionnelle en réalité parce que c'est un tournant. Ce n'est pas une crise comme on l'a connue jusqu'à maintenant, c'est-à-dire des moments où le système doit se purger d'un certain nombre d'aberrations. Le monde est en train de changer littéralement. Le monde, en effet, du 21e siècle sera totalement différent. Nos enfants vivront de manière totalement différente de tout ce que nous avons connu aujourd'hui et avant. Cette crise, c'est cela que ça signifie. Ça signifie que nous sommes en train d'inventer un nouveau monde. Et de ce point de vue, effectivement, les citoyens, les experts comme les citoyens sont à un moment donné où on doit effectivement chercher les clés. On doit essayer de comprendre juste ce qui est en train de se passer parce que nous sommes parfois comme des boxeurs sous les coups sur un ring de boxe. Voyez, vous prenez des coups de partout, vous avez le chômage qui augmente, vous avez la balance qui s'effondre, vous avez tel pays qui va pas bien, tel autre qui va mieux et on ne comprend pas pourquoi. Et à un moment donné, quand on est en train de réagir et que l'on doit réagir parfois à la seconde ou à la microseconde, quand on est aujourd'hui dans l'économie mondiale, eh bien on ne sait plus exactement où l'on va. Donc c'est vrai qu'il est absolument indispensable de prendre le temps d'analyser, de comprendre et de dire quelle est notre stratégie à long terme. On nous demande des efforts, c'est pourquoi. On nous demande de faire un certain nombre d'éléments de changement de notre société, c'est pour aller où? Ça, c'est absolument essentiel. Et l'autre remarque que je veux faire par rapport à cela, c'est que, évidemment, dans cette situation, la tentation, et malheureusement dans l'histoire, on le sait, c'est déjà arrivé, la tentation, c'est le repli sur soi. C'est de dire, essayons d'abord de régler nos problèmes, alors au niveau du pays, mais même le niveau du pays devient trop grand, au niveau de ma région, au niveau de ma ville, au niveau juste de mon petit environnement personnel. Non, ça n'est pas vrai. La seule solution par rapport à ce monde nouveau à inventer, c'est d'ouvrir les yeux aussi sur l'extérieur, de se dire que notre avenir passe nécessairement par un fonctionnement ensemble au niveau de l'Europe, au niveau de la France, mais surtout au niveau, effectivement, du point de vue de l'Occident. Je crois que l'Occident doit bien se rendre compte que nous sommes coupables de la crise qui est en train de se produire et que donc notre responsabilité d'Occident, de peuple riche, est d'intégrer aussi la dimension du reste du monde, de ces milliards d'êtres humains qui attendent effectivement de l'Occident, qu'il accepte de se remettre en question pour que le monde nouveau ne soit pas un monde pire que celui qu'on a connu auparavant. François de Closet, oui. Si vous voulez, attention, c'est bien joli, c'est très sympathique de se dire nos ennuis viennent de l'extérieur, la solution viendra de l'intérieur. Alors moi, je vais revenir à mon histoire. À 10 ans, quand j'étais seul dans ma famille, seul dans mon coin, pauvre, ayant peur de l'environnement riche, me cachant, un moment, je m'en souviendrai toujours, je devais avoir une dizaine d'années, m'est apparu comment la règle à suivre. Si ça dépend de toi, il n'y a pas de problème. Si ça dépend des autres, il n'y a pas de solution. Tout doit dépendre d'abord de toi. C'est à toi de t'en sortir. Et ça doit être la règle pour la France. Elle doit savoir aujourd'hui que ces problèmes viennent de la France et que c'est en France qu'ils trouveront leurs solutions. Par ailleurs, si nous pouvons nous aider d'un contexte international et l'influencer, c'est très bien. Mais d'abord et avant tout, c'est nous qui avons à trouver nos solutions. Et de ce point de vue, je voudrais juste faire une réflexion. On vient pendant 1 an, en France, d'avoir une campagne électorale ininterrompue, d'accord? C'est-à-dire que tous ensemble, nous avons pris les problèmes de la France, nous avons essayé de comprendre ce qui n'allait pas bien, et puis nous sommes allés faire notre devoir électoral, et alors que s'est-il passé? Alors, on a chargé 2 personnes qui n'appartiennent pas à la classe politique, qui ne sont pas du tout médiatiques, de regarder où en est la France sur le plan financier, où en est la France sur le plan industriel. Et ces 2 experts viennent dire une vérité indiscutable et indiscutée. La France est en train de décrocher sur le plan financier, de décrocher sur le plan industriel. Est-ce que ce n'est pas un scandale inimaginable
que la classe politique ait pu pendant 1 an, soi-disant, nous parler de la France et que les 2 problèmes vitaux pour notre pays nous soient révélés ensuite par des experts. Je crois que si la politique en France se porte mal, c'est bien à cause de ça. Vous voulez réagir, Pierre-Laurent, rapidement, parce qu'on n'a plus Juste beaucoup pour de temps. réagir à ça, le décrochage industriel, bien sûr, et c'est une question dont, pour ce qui me concerne, mais avec d'autres, nous parlons depuis un moment, et précisément, c'est la preuve que le débat, parce que c'est ce que j'essaye de dire dans le livre, effectivement, les contours du débat politique doivent changer, et il faut affronter ces problèmes-là, et les affronter réellement dans le débat politique. Et la manière dont nous vivons la politique ou dont elle est organisée est actuellement, je l'ai dit d'entrée, elle est insupportable parce qu'effectivement, on n'affronte pas ce débat-là. Et moi, ce que je veux dire, c'est que les gens, comme on dit, les citoyens, ceux qui sont là aujourd'hui, sont prêts à ce débat-là. Moi, je refuse totalement l'idée que, oui, mais c'est parce que les Français ne voudraient pas regarder ça. Non, pas du tout. Quand on ouvre des espaces de débat public, quand on leur donne la parole, quand on les met au travail, ils investissent ce débat-là. Et moi, toute mon expérience politique le montre. En 2005, quand il y a eu le débat sur le traité constitutionnel, des gens qui avaient écrit un texte volontairement incompréhensible dans un coin et qui nous disaient, moi je me rappelle, j'étais directeur de la rédaction de l'Humanité, on avait décidé de publier l'intégralité du traité. On m'a dit, vous êtes des fous furieux, parce que personne ne lira ça, personne ne s'intéressera à ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Le contraire. Il y a eu un débat comme jamais, un débat politique comme jamais dans le pays. Quand il y a eu le débat sur les retraites, on a dit c'est un sujet compliqué, très compliqué, les gens ne veulent pas comprendre ça. Eh bien, il y a eu un débat dans le pays fantastique, avec des débats citoyens qui ont réuni énormément de gens, et les gens sont tout à fait capables de rentrer dans ces débats-là. Donc arrêtons de dire d'un côté, il y a des très graves problèmes, et puis en même temps d'organiser le débat public en tenant à l'écart l'essentiel des gens. Il faudrait presque que sur chaque décision politique que nous avons à débattre, par exemple au Parlement, puisque maintenant je suis sénateur avec d'autres, mais quand il y a un débat de cette nature-là, ouvrons un débat public, par exemple le rapport Gallois, plutôt que de publier le rapport Gallois un jour et 4 jours après le gouvernement tranche ce qui doit être fait. Bien sûr il y a des urgences, mais ouvrons un débat public dans le pays. Moi, je suis prêt à ce qu'on distribue à tous les Français le rapport Gallois. Ouvrons des espaces de débat public dans le débat entier et on discutera du décrochage industriel et des raisons du décrochage industriel. Et on verra que dans le pays, il y a beaucoup d'autres idées que celles qui viennent d'être seulement retenues par le gouvernement. Donc si on avait moins peur du débat public, moins peur du débat citoyen, moins peur du pouvoir citoyen, on serait 1000 fois plus intelligent qu'on l'est aujourd'hui dans le débat politique. Malheureusement, on n'a plus de temps. C'est un sujet très large, très vaste et qui mérite effectivement un long débat. Ce que je retiens en tout cas de tous les trois, c'est que l'important, c'est de ne pas se voiler la face. L'important, c'est de prendre les problèmes à bras le corps, c'est de s'assumer, c'est de regarder aussi soi-même à échelle humaine, chacun pour soi, les pays, l'Europe et ensuite le monde entier. Quelles sont les solutions à apporter? Je ne sais pas lesquelles elles seront, mais en tout cas, travaillons-y. Merci à tous les trois. Je rappelle les titres de vos livres. Le monde était à nous, de François de Closet chez Fayard, Le Guet du Tigre, de Philippe de Sertine chez Anne Carrière, et maintenant, Prenez le pouvoir aux éditions de l'Atelier de Pierre-Laurent. Merci à vous trois. Retrouvez cette émission sur le site www.corestelevision.fr.